Aujourd'hui, on replonge directement au cœur de notre exploration de l'efficacité sans stress. Ouais, on entre vraiment dans le dur là. C'est ça. L'objectif de cette session, c'est d'aborder un problème qu'on rencontre absolument tous. C'est ce fameux fossé vertigineux entre la théorie, donc nos belles listes de tâches bien propres, nos grands projets, et puis la réalité matérielle. Le moment où il faut vraiment s'y mettre, quoi. Exactement, le moment de s'y mettre, parce que on a déjà vu à quel point c'est crucial de capturer tout ce qui encombre l'esprit, de clarifier ses idées, tout ça. Bien sûr. Mais le truc, c'est qu'une fois qu'on se retrouve face à cette énorme montagne d'informations triées, il y a un nouveau type de paralysie qui s'installe. Et c'est une paralysie très sournoise, en fait. Mais complètement. C'est un peu comme se retrouver seul dans sa cuisine à 2 heures du matin après avoir organisé un immense dîner. Ah oui, l'image est parfaite. La fête était géniale, tout le monde s'est bien amusé, mais là, d'un coup, le regard croise l'évier. L'évier qui déborde, les piles d'assiettes couvertes de sauce, les verres à moitié pleins sur le plan de travail, et là, notre esprit, il se fige totalement. Et un refus d'obstacle. C'est exactement ça. Face à l'injonction abstraite qui hurle « il faut tout nettoyer », le cerveau se met littéralement en grève. On n'a plus aucune énergie. Zéro. Jusqu'au moment où on se force à oublier la montagne entière, on se concentre juste sur un acte physique, un seul acte immédiat, genre prendre cette petite assiette blanche là et la glisser dans le lave-vaisselle. Et c'est fou parce que soudainement, la machine redémarre. Magique. Juste avec une assiette. En fait, cette scène de la cuisine, c'est une porte d'entrée fascinante pour comprendre le cœur de notre analyse du jour. Ce passage de la paralysie totale à la remise en mouvement, ça ne tient qu'à une seule question fondamentale. Une question toute bête, hein. D'une simplicité désarmante, ouais. C'est quelle est la prochaine action? C'est vraiment ce concept précis qui fait le pont entre une abstraction qui nous terrifie et une réalité qu'on peut gérer. Alors attends, je t'arrête tout de suite. Parce que quelle est la prochaine action? Dit comme ça sonne presque comme un vieux slogan de management un peu creux, quoi. Je vois ce que tu veux dire, enfin je vois l'idée. On pourrait croire que c'est de la microgestion. Bah oui, on pourrait se dire, si je dois détailler chaque micro-mouvement de ma propre vie, genre prendre l'assiette, ouvrir le robinet, attraper l'éponge, je vais me retrouver avec des listes de 5000 lignes. Ce qui serait un cauchemar absolu. C'est clair. Pour moi, ça ressemble surtout au meilleur moyen de générer encore plus de stress. En quoi est-ce que cette mécanique est si redoutable au final? C'est une super objection. Et en tant qu'expert, je suis convaincu qu'il faut vraiment faire la différence ici. L'idée, c'est pas du tout de micro-gérer chaque seconde de son existence. Le but, c'est de briser la barrière à l'entrée d'une tâche. D'accord, le premier petit coup de pédale. Voilà. Et pour comprendre d'où vient cette puissance, il faut remonter à l'origine de la technique. Elle a été, disons, théorisée et appliquée par un consultant en gestion qui s'appelait Dina Chesen. Dina Chesen, oui. Et lui, il travaillait dans le monde de l'entreprise bien avant l'ère numérique. Il accompagnait des cadres supérieurs brillants. Mais sa méthode était, elle était très inconfortable. Inconfortable? Comment? Il est brusqué? Il entrait dans ces immenses bureaux de direction en chaîne massif, tu sais, ceux qui étaient recouverts de montagnes de dossiers, de notes, de mémos papier. L'horreur classique du siècle dernier. Exactement. Et il prenait les papiers, un par un, il les mettait sous le nez de ses grands dirigeants et il refusait catégoriquement de reposer le papier tant qu'une décision ferme n'avait pas été prise. Ah ouais? La pression? Il leur demandait inlassablement, en boucle, quelle est la prochaine action? Et j'imagine que ces pauvres dirigeants, ils devaient répondre des trucs hyper vagues, non? Du genre, ah, ce dossier-là, il faut que je le gère, ou ouais, je dois revoir le budget. Mais c'est tout à fait ça. Et Hutchinson refusait net ces réponses, parce que gérer un dossier, c'est pas une action, C'est un projet abstrait. c'est juste une bonne intention. Donc il les forçait à trouver l'acte physique, le mouvement visible dans l'espace, qui ferait avancer la situation. Est-ce que c'est composer le numéro de téléphone de l'avocat? Est-ce que c'est signer avec un stylo en bas de la page 4? D'accord, la traduction dans le monde réel. Et c'est cette friction initiale, le fait de s'obliger à décider de cet acte physique, qui débloquait des goulots d'étranglement monumentaux dans des départements entiers. Donc ce n'est pas la quantité d'actions qu'on écrit qui compte, c'est juste la netteté de la toute première étape. C'est ça.
Une fois que le moteur est allumé par cette petite action claire, le reste s'enchaîne naturellement. La fameuse ligne qu'on écrit tous sur notre to-do list, pneus à changer ou contrôle technique. Ah, le classique. Sur le papier, ça a l'air inoffensif. C'est clair, pneus à changer. Mais en réalité, quand notre œil lit pneus à changer, le cerveau sait très très bien que c'est pas exécutable là tout de suite. Mais non, il n'y a pas de bouton magique pour ça. Voilà, il n'y a pas de bouton changer les pneus sur la table du salon. Pour le faire, l'action logique, c'est d'appeler le garage. Logique, ouais. Sauf que, petit détail, on n'a pas le numéro du garage. Aïe. Ce numéro, on se souvient qu'un ami, disons Patrick, nous l'a recommandé au détour d'une soirée. Donc on est bloqué. Exactement. Donc, la véritable première étape physique pour régler ce problème, c'est pas de changer les pneus, c'est même pas d'appeler le garage. La prochaine action physique, c'est de prendre son téléphone et d'envoyer un email à Patrick pour lui demander le contact. C'est une illustration parfaite, vraiment. Ça montre bien cette espèce de rupture entre notre intention globale et ce que le monde matériel exige de nous. Mais moi, le truc qui m'interroge toujours, c'est pourquoi des gens extrêmement compétents, des gens qui gèrent parfois des millions d'euros au boulot ou des équipes de 50 personnes, se retrouvent littéralement paralysés pendant 3 semaines devant un simple email envoyé à Patrick. C'est le grand paradoxe. Bah oui. Pourquoi notre cerveau bloque sur un truc qui prend chrono en main 10 secondes à taper sur un clavier? Eh bien, c'est là que les sciences cognitives nous apportent un éclairage génial, particulièrement à travers un concept qu'on appelle l'effet Zeigarnik. Ah, l'effet Zeigarnik. Oui, c'est un principe qui a été découvert dans les années 1920 par une psychologue, Bluma Zeigarnik. L'histoire est super intéressante. Elle était assise dans un grand café très animé à Vienne. L'ambiance classique, les tasses qui teintent, le bruit. Voilà. Et elle observait attentivement les serveurs. Elle a remarqué un truc étonnant. Ces serveurs étaient capables de mémoriser des commandes ultra complexes pour des grandes tablettes de 10 personnes sans rien noter sur un carnet. Impressionnant. Très. Et l'OMNAGI s'arrêtait à un moment précis. Dès l'instant où la table payait l'addition, pouf, l'information s'effaçait totalement de leur mémoire. S'il fallait se rappeler de qui avait pris le strudel aux pommes 5 minutes après le paiement, ils en étaient incapables. Ah, donc le cerveau vide la corbeille une fois que la tâche est marquée comme terminée, en quelque sorte. Précisément. Et le corollaire de cette découverte, c'est que le cerveau retient et il s'accroche désespérément aux tâches inachevées ou non résolues. Il ne lâche pas l'affaire. C'est ce qu'on appelle une boucle ouverte. Quand une liste indique juste « pneus à changer », sans préciser comment ni par quel moyen, notre cerveau traite ça exactement comme une commande de restaurant qui n'a pas encore été payée. D'accord, je vois très bien. Donc il la garde en permanence dans la mémoire de travail. Et ça consomme une énergie cognitive colossale. L'esprit sait qu'il y a un danger ou un problème, mais comme l'action de résolution n'est pas définie de manière chirurgicale, il ne sait pas comment mobiliser le corps pour le régler. Et donc il stresse. Voilà. Il génère un petit fond d'anxiété en arrière-plan, juste pour nous forcer à ne pas oublier. C'est dingue. Ça explique tellement cette espèce de fatigue mentale hyper sournoise qu'on ressent parfois à la fin d'une journée. Les jours où on a l'impression d'avoir rien fait de spécial, mais où on est lessivé. C'est ça. En fait, c'est juste la batterie de notre cerveau qui se vide à cause de toutes ces applications invisibles qui tournent en tâche de fond. C'est la meilleure métaphore possible, les applications en tâche de fond. Mais du coup, pour revenir à ce paradoxe des esprits brillants dont on parlait tout à l'heure, on s'attendrait logiquement à ce qu'une intelligence supérieure ou une grande créativité, ça permette justement de trancher ces questions plus vite, de se dire « Ok, j'envoie le mail à Patrick en un quart de seconde ». Eh bien, contre toute attente, les données suggèrent exactement l'inverse. Les profils les plus créatifs et intellectuels ont très souvent une propension beaucoup plus élevée à procrastiner. Mais comment on explique cette contradiction? C'est contre-intuitif. C'est le revers de la médaille d'avoir un cerveau hyper performant en fait. Une personne qui est dotée d'une grande intelligence a une capacité d'anticipation qui est hors du commun, trop loin même. Face à une tâche, même complètement anodine comme organiser une petite réunion, ce type de cerveau ne voit pas juste la tâche. Il simule de façon instantanée et involontaire toutes les complexités. Oh là là, le cauchemar! Toutes les dépendances croisées, tous les obstacles potentiels. Et surtout, il visualise avec une clarté absolue et terrifiante toutes les conséquences désastreuses si par hasard il y a un échec. Ah oui, le fameux scénario catastrophe. Exactement. Ce n'est pas un manque d'organisation de leur part, c'est vraiment une surcharge de traitement de l'information. L'esprit subit ce qu'on appelle un freak-out, une véritable panique mentale face à cette montagne de ramifications qu'il vient lui-même d'inventer. Je vois tout à fait l'image. C'est comme si on possédait une voiture de course ultra moderne. Ouais. Le moteur est surpuissant, il y a une énergie de dingue sous le capot. Mais la voiture, elle reste obstinément bloquée sur le parking.
Au point mort. Pourquoi? Parce que le GPS intégré à la voiture est tellement perfectionné qu'il a calculé et affiché simultanément tous les embouteillages, toutes les zones de travaux et tous les risques d'accident possibles sur les 500 prochains kilomètres. C'est effrayant vu comme ça. Forcément, face à une carte apocalyptique pareille, on n'ose même pas enclencher la première vitesse. On est complètement paralysé par cet excès de projection vers le futur. C'est une métaphore excellente. Ce GPS hyperactif, c'est vraiment le phénomène d'hypersimulation. Et c'est à cet instant très précis que se demander quelle est la prochaine action révèle toute sa fonction, je dirais presque thérapeutique. Ça fait redescendre la pression. C'est un vrai coupe-circuit, en forçant notre esprit à identifier la toute première action physique. Taper ce mail, prendre le téléphone, ouvrir ce dossier précis sur le bureau, on débranche l'intellect de cette spirale d'anxiété. On l'empêche de regarder la carte des 500 kilomètres. Voilà. On l'ancre de force dans l'instant présent, sur une tâche simple, binaire, réalisable tout de suite. Bon, alors le mécanisme de restriction du champ de vision, ça c'est super clair. On met des œillères pour avancer. C'est un peu ça. Mais il y a un point qui reste obscur pour moi quand j'analyse ces concepts. D'après ce qu'on voit, le simple fait de décider de cette action suivante, ça semble restaurer notre énergie mentale. Et ça, avant même que l'action ne soit exécutée physiquement. Oui, tout à fait. Et comment c'est possible? Concrètement, si je définis que la prochaine action, c'est d'envoyer un email à Patrick, mais que, disons, je ne l'envoie pas tout de suite parce que je suis dans le métro, mes pneus de voiture, ils ne sont toujours pas changés. Le problème initial est parfaitement intact. Et pourtant, on se sent mieux. Voilà, pourquoi la pression redescend-il alors que le monde n'a pas changé? Parce que notre cerveau, même si on a dit que c'était une machine d'anticipation un peu anxieuse, il est aussi extrêmement rationnel face aux engagements clairs. Les études sur ce qu'on nomme l'intention d'exécution montrent que l'inconscient ne nous harcèle pas nécessairement pour que la tâche soit accomplie à la seconde même. Ah bon? Il veut quoi alors? Ce qu'il exige, c'est une garantie. La garantie que la situation est sous contrôle. En définissant précisément l'action physique et surtout en la plaçant dans un système de confiance. Un système de confiance, hein. Exactement. Une liste spécifique qu'on a intitulée «Affaires devant l'ordinateur» ou «Appel à passer». Quand on fait ça, on signe un contrat mental solide avec soi-même. Ah d'accord. Le cerveau comprend que le serveur du café a bien enregistré la commande, Exactement. il sait que le ticket est en cuisine, donc il n'a plus besoin de le garder en tête. L'esprit relâche la tension de la boucle de Zeigarnik. Il sait exactement quoi faire et surtout dans quel contexte il va le faire. C'est ça. Il n'a plus besoin de brûler de la mémoire vive pour retenir cette idée floue qui l'inquiétait. Et cette libération immédiate de nos ressources cognitives, c'est ça qui explique pourquoi on ressent un apaisement physique énorme juste après avoir planifié correctement une action, même si le monde matériel n'a pas bougé d'un millimètre. C'est brillant. C'est une véritable leçon d'ingénierie cognitive quand on y pense. Mais si on prend un tout petit peu de recul sur tout ça, on s'aperçoit que cette mécanique, elle dépasse de très loin la simple gestion de nos plannings ou de nos listes de courses. Ah oui, ça va beaucoup plus en profondeur. Ça touche à une dimension, je dirais presque philosophique de notre rapport au monde. En creusant cette question, quelle est la prochaine action on découvre que c'est un levier ultra puissant pour retrouver de l'agentivité. De la capacité d'agir. Voilà, pour reprendre le contrôle. Au lieu d'être dans une posture complètement passive, de subir les événements qui nous tombent dessus, on force un retour à l'action. Absolument. Il y a un continuum direct entre la réduction de notre anxiété via la clarification et le développement profond de la confiance en soi. C'est un cercle vertueux. C'est ce qu'on pourrait apparenter au principe de subsidiarité, mais appliqué à soi-même. Se poser systématiquement cette question face à un mur, face à un obstacle, ça modifie la structure même de la pensée. Ça change notre câblage interne. Ça éradique ce qu'on appelle la mentalité de victime ou la paralysie passive. Face à un événement très frustrant, l'esprit refuse de tourner en boucle sur le problème. Il cherche automatiquement, comme un réflexe, la petite zone sur laquelle il a une emprise physique immédiate. Il suffit d'imaginer une scène hyper typique de la vie de bureau pour comprendre à quel point ce changement de posture est puissant. On a tous des exemples en tête. C'est clair, on a tous connu ce moment à la machine à café ou en pleine réunion d'équipe où un projet prend un retard monstre à cause d'un autre département. Le grand classique des réunions qui s'éternisent. Et il y a toujours une personne qui s'enlise dans la plainte infinie. Du style « Ah, mais ils sont impossibles dans cette équipe, ils répondent jamais aux mails, le client va être furieux, de toute façon on n'y arrivera jamais. » C'est un trou noir d'énergie, ça aspire tout le monde. C'est exactement ça, un trou noir. Mais si à ce moment précis, quelqu'un autour de la table pose très calmement la question « Ok, je comprends que la situation est complexe. Et donc, quelle est la prochaine action physique pour faire avancer ce dossier ?» Boum!
c'est le choc de réalité. C'est un mur de réalité. Ça coupe net la lamentation stérile parce que les gens ne peuvent plus se cacher derrière des grands concepts flous ou des plaintes vagues. On oblige le cerveau à redescendre sur Terre. On doit identifier le premier pas concret. Est-ce qu'on appelle directement le chef de ce fameux département? Est-ce qu'on rédige un petit rapport d'alerte pour prévenir le client du retard? Et cette dynamique-là, elle transforme radicalement la culture d'un groupe. Que ce soit une grande entreprise ou même au sein d'une famille. Les discussions, elles ne se terminent plus jamais par des simples constats d'impuissance. Ça se termine par des choix. Des attributions claires de responsabilité. Ça ramène sans cesse l'individu à sa propre capacité de faire bouger les choses. Mais là encore, parce que c'est mon rôle, je me dois de faire un peu l'avocat du diable. Je t'en prie, vas-y. Il y a des fois dans la vie où on est confronté à des situations face auxquelles on n'a véritablement, mais alors absolument, aucun pouvoir physique. C'est vrai. Je pense à un crash boursier qui ruine un investissement de plusieurs années. Une tempête monstrueuse qui annule un événement en plein air qu'on a prévu depuis des mois. Ou même une décision totalement arbitraire venue de très haut dans une hiérarchie d'entreprise. Des choses hors de notre zone de contrôle. Dans ces moments-là, il n'y a pas d'email magique à envoyer à Patrick ou de petits coups de téléphone qui va régler le fond du problème. La tempête, elle est là. Que devient cette belle règle de la prochaine action quand il n'y a littéralement aucune action possible sur l'événement? C'est une question cruciale. Et c'est là que se situe la frontière, la limite stricte entre ce qui relève de nos projets personnels ou professionnels et ce qui relève simplement de notre environnement. La réalité brute, quoi. Exactement. Si, après une réflexion sincère, on détermine qu'il n'existe absolument aucune action physique permettant de modifier la situation, eh bien cette situation cesse d'être un projet à gérer. Ça devient quoi alors? Elle devient une donnée de la réalité. Elle devient une constante, comme la gravité ou comme la météo. L'approche mentale, à ce moment-là, ça consiste à accepter ce fait inaltérable, puis à se poser la question de la prochaine action par rapport à cette nouvelle réalité. Ah, on décale le projecteur en fait. Voilà. On ne peut pas empêcher la tempête d'arriver, c'est un fait établi. La pluie va tomber. La prochaine action devient alors aller au magasin acheter 10 parapluies ou envoyer un message groupé d'annulation à tous les invités. C'est une adaptation? Même dans l'impuissance apparente face à un événement macroscopique qui nous dépasse, on retrouve de l'agentivité à une échelle microscopique. On ne subit plus aveuglément le chaos, on s'y adapte par une petite action. C'est fascinant. Si on prend un peu de recul et qu'on rassemble toutes les pièces de ce puzzle qu'on vient d'assembler, je trouve que le message global est d'une grande lucidité pour nous tous. C'est très pragmatique, oui. L'efficacité, la vraie efficacité, celle qui protège notre santé mentale au lieu de la consumer de l'intérieur, ça ne consiste pas du tout à courir dans tous les sens pour abattre un maximum de travail en un minimum de temps. Surtout pas. Et ça ne consiste pas non plus à suranalyser chaque petit détail d'un parcours au point d'en être terrifié comme notre voiture avec son GPS. L'hypersimulation, hein. Ça consiste simplement à savoir, avec une précision vraiment chirurgicale, sur quelle pierre on doit poser le bout de la chaussure pour franchir le tout prochain mètre du torrent. C'est une très belle image. La clarté de l'action, elle vient remplacer le brouillard anxiogène de la confusion. Et puis l'exécution tangible, le mouvement, remplace cette espèce d'espoir passif que les problèmes vont finir par se résoudre d'eux-mêmes. On quitte notre siège de spectateur inquiet pour redevenir un acteur extrêmement ciblé. C'est un excellent résumé philosophique de l'approche. Et je dirais, pour clore un peu cette réflexion sur la pratique, qu'il est essentiel de percevoir que tout ça, c'est bien plus que de la productivité. C'est pas juste cocher des cases. Non, voilà. Transformer des fardeaux psychologiques lourds, des projets qui nous intimident ou des obligations floues en de simples petits actes physiques, ça relève d'une forme d'hygiène mentale. De l'hygiène mentale. J'aime beaucoup le terme. Ce n'est pas qu'un outil pour rayer des lignes sur un joli carnet. C'est véritablement nettoyer les vitres de notre esprit. Ça nous permet de voir le monde tel qu'il est vraiment, avec toutes ses opportunités d'action, et non pas tel que nos peurs ou nos anticipations anxieuses le déforment. Et c'est en nettoyant ces fameuses vitres, en posant ce regard clair sur le tout premier pas à faire, que le brouillard se lève, et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.